La Camargue, située dans l'embouchure du Rhône, s'inscrit entre les deux bras du fleuve et au sud, elle avoisine la Méditerranée. Pays plat où l'eau se mélange avec le ciel, la Camargue garde son caractère particulier forgé par le fleuve et l'homme au cours des siècles. Ici, le cheval et le taureau vivent en semi-liberté et l'homme trouve ses ressources dans la nature. 50% des sols cultivables produisent le riz, les étangs fournissent le poisson et les salins le sel qui est récolté sur une surface supérieure à celle occupée par la ville de Paris. Le roseau, appelé aussi la sagne, est un matériau naturel caractéristique de la Camargue. Sa coupe traditionnelle constitue une ressource économique importante. Encore une bonne petite poignée. Ok. Vous voyez là, on arrive à la fin de la saison parce que vous avez le nouveau roseau qui pousse là. On arrive à la fin maintenant. Ça fait combien d'années vous faites ça? Depuis que je suis né presque. Et combien de paquets vous faites chaque jour? Ça dépagne. Oui, oui. Ça dépagne. S'il fait bon 3, 4, 5, mettons 400, 350 ans. S'il fait mauvais, ça dépagne. Oui. Si les roseaux se nettoient bien, il en fait un peu plus, des fois un peu moins, ça dépagne. Oui. C'est très délicat à dire. Comment vous savoir combien de mettre dans un... La grosseur Oui. au bras. Ah, bras. Ouais. L'habitude depuis que je fais ça, à quelque chose de près. Sinon, ça doit faire 60 en principe. Hein. Oh. Ça c'est le Mistral, non? Non, le Mistral c'est de ce côté. Là, c'est dû à la mer. La sagne commence courant décembre, quand la feuille est tombée. Il ne faut plus de feuilles dessus, il faut que la feuille comme ça. Et la coupe se finit vers maintenant, c'est-à-dire le 5 au 15 avril. À peu près. Le ramassage, ça se finit fin juillet en général. Aujourd'hui, une poignée d'hommes seulement coupe et trie le roseau à la main pour en faire des bottes. De plus en plus souvent, le travail à la main est remplacé par de grosses moissonneuses construites spécialement pour ce genre d'activité.
Fondée en 1874, l'entreprise familiale Perret et Fils exploite les roselières naturelles de Camargue. Au début fabricants de paillassons, ils sont devenus spécialistes des couvertures en roseau dans la pure tradition camarguaise et ont développé une importante gamme de produits, parasols de plage, cabanons, panneaux en roseau, tout en respectant la tradition et l'environnement. La sagne est un produit dur et mou à la fois, solide et souple qui se manie facilement. Aujourd'hui, la sagne est utilisée pour la couverture des toitures en chaume et pour la confection des paillassons destinés à l'agriculture. La plupart de sa production part vers le nord de la France et de l'Europe. La population permanente du flamand rose, oiseau emblématique de la Camargue, est estimée dans le delta du Rhône à 5-6 000 individus. La coloration rose de leur plumage est liée à l'Artemia salina, petit crustacé qui constitue la base alimentaire du flamand. La pêche dans les étangs et les roubines, activité très ancienne, continue d'être pratiquée par une poignée de professionnels. On trouve quelques pêcheurs dans les étangs des Impériaux et Malagrois, en périphérie de l'étang du Vacarès. Ici, bon, c'est uniquement la pêche quasiment de l'anguille, il n'y a pas d'autres poissons à côté. On les cendres de temps en temps, c'est pour une consommation personnelle, quoi. Quelques carpes. Voilà. Pourquoi vous travaillez avec ce type de bateau? D'abord parce que ils sont pratiques, hein. Ils ont des fonds plats, ils passent dans très peu d'eau. Et puis bon, on les propulse avec une perche qu'on appelle partègue. Hein. Et de plus, comme on travaille dans des sites protégés, donc c'est impeccable, quoi. Ça fait pas de bruit, ça pollue pas, et ça fonctionne bien. Vous voyez, vous avez un filet avec ce qu'on appelle une paradière pour pêcher l'anguille. Hein. Donc, ce sont des filets qui restent à poste fixe, ce qu'on appelle. Et le poisson vient buter un petit peu l'aile et il rentre dans un cœur que je vais visiter. Je vais visiter la première queue, qui est la queue centrale, la masse centrale. En principe, c'est là où il y a le plus de poissons, généralement. Ouais, il y a du poisson en plus. Pour une fois. Donc le poisson rentre dans ce goulet, dans ces queues, et il reste prisonnier. Normalement pas trop ressortir. Donc il y a quelques carpes aussi avec, vous voyez, qu'on rejette parce que bon. Aujourd'hui, il n'y a pas la vente, donc on les relâche à l'eau en essayant de ne pas trop leur faire de mal pour qu'elles puissent repartir. Peut-être trop. Ça, c'est une perche là, vous voyez, avec des couleurs très petites carpes, voilà. Petite crevette, hein. On rejette à l'eau. Bon, là, ce sont des anguilles quand même de belle taille. Hein. Dans cet étang, il y a toujours du très beau poisson. Donc là, on visite les queues intermédiaires, qui généralement, il y a beaucoup moins de poissons que dans la queue principale. Vous voyez, il y a la différence.
Bientôt arrivé au deuxième filet. Vous avez quelques flamants rouges, vous voyez, sur les bordures là. Quand il y en a trop, ça crée un déséquilibre quoi. Alors c'est vrai qu'il faut protéger, mais il ne faut pas non plus aller dans le sens contraire. Hein. Depuis maintenant à peu près, disons, on va dire une bonne centaine d'années, quand ils ont commencé à endiguer le Rhône, ils ont progressivement condamné les rentrées d'eau naturelles pour la culture essentiellement. Donc tout est géré aujourd'hui par des martilières ou des pompes et donc ça limite les rentrées d'alevin quoi. Hein. Alors si on tombe dans un moment où la pompe est ouverte, où la martilière de décharge est ouverte, l'alevin rentre, mais sinon c'est quand même assez difficile quoi. En plus les filets sont sales donc ça pêche beaucoup moins. On arrive sur la pleine lune et le poisson se fait moins prendre la nuit. Surtout pour le poisson comme l'anguille. Elle a de la clarté donc elle fait attention, elle voit mieux. Hein. Pour elle ça lui fait un peu comme une journée, hein, quelque chose à peu près pareil. Hein. Ouais, c'est du poisson sauvage, hein. Il n'y a pas de. Les anguilles rentrent aussi belles et elles grossissent. Elles grossissent dans les étangs et quand elles sont en taille octobre-novembre, elles essayent de repartir pour aller à la mer, pour se reproduire. Bah, la meilleure période c'est à l'automne pour l'anguille argentée, c'est là où on fait les plus belles pêches. Hein. Quand l'anguille cherche à partir, donc c'est là où on pêche le mieux. Hein. D'octobre à novembre, pendant un mois et demi là, à peu près. Ce sont les meilleures périodes de pêche. Un pêcheur moyen qui travaille sur l'anguille toute l'année, je pense qu'il arrive à pêcher 3-4 tonnes d'anguilles. Hein. De moyenne, ça fait pas beaucoup. Peut-être un peu plus selon les endroits. S'il n'a pas un peu autre chose à côté, il ne peut pas en vivre toute une année. Ah là, il y a un peu de poisson. Oui, une écrevisse.
Donc là on les garde dans des filets pour les garder vivantes. Et quand on en a une certaine quantité, c'est un camion qui vient les chercher. Il faut toujours qu'elles restent vivantes, sinon elles perdent de valeur. Ça vaut plus rien. Ça fait une petite pêche. Ça, celle-là est très belle. Là, je les trie pour deux endroits différents. Ça va dans les fermes de grossissement et celles-là sont commercialisées directement. Des fois, quand il fait mauvais temps, on va quand même visiter parce que justement, il faut enlever le filet, les nettoyer. Et c'est là où, après, soit sous le mauvais temps, soit à la manquer du temps, qu'on fait des bonnes pêches. Hein. Donc il faut quand même travailler coûte que coûte. Hein. C'est difficile, mais bon, on y arrive. Hein. Et les carpes, c'est excité parce que c'est le moment pour... C'est le moment de la reproduction là, en ce moment. Voilà, elle frais. Et ça, c'est étant doux. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, c'est en août, où on a visité les filets tout à l'heure. Oui, Et donc, on travaille de mars à juillet. oui. Et là, en changeant dans un très bref instant, on passe sur de l'eau saumâtre, sur un système de s'enfouir, d'engane, et où on travaille donc de septembre à décembre. Cet étang est en contact avec la mer. Et qu'est-ce que vous pêchez? Donc là, ce qu'on pêche en plus de l'anguille, on pêche de la crevette grise, comme c'est de l'eau salée. De la terrine, c'est un petit éperlan qu'on mange en friture. Et puis après, il y a les petits poissons de mer, comme les loups, les sols ou dorades. Enfin, le loup, bar, qui sont des poissons. Des années, il y en a plus ou moins. Ça dépend, pareil, des rentrées avec les échanges entre la mer et l'étang. Donc on a la différence là, de végétation typique à la Camargue, hein, roseau et comme je disais tout à l'heure, hein, roseau et tamaris. Et puis là, la sansouire avec des salicornes, enganes, des herbes essentiellement qui poussent dans l'eau salée, hein, qui peuvent aussi bien supporter beaucoup d'eau comme rester des mois après quasiment à sec. Hein. Ce type de végétation qui est un peu particulière à ce milieu. C'est un paysage extraordinaire ici. C'est un peu particulier, oui, il y a un biotope un peu exceptionnel. Certains affirment que le cheval de Camargue descend du cheval des steppes d'Asie centrale, mais la légende le veut cadeau de Neptune. Fidèle compagnon de l'homme, il partage avec lui la besogne de tous les jours. Alors là, vous avez des chevaux de 1 an, 2 ans et 3 ans. Alors les 1 an, on leur demande juste de les attacher à l'écurie pour commencer, disons, un pré-dressage qui respecte l'homme. 2 ans, on commence à les longer juste avec une sangle ou une petite selle ou un truc comme ça. Et 3 ans, on commence à les débourrer, à les travailler en longe et tout. Allez, Mazeppa, je vais vous faire voir.
Otro, 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 otro. Allez, galop. Vous voyez comme il a changé le pied devant? Il est pas bien fou. Oui. Vous voyez comme son pied avant gauche, son antérieur gauche et avant l'antérieur droit. Donc on dit qu'il est sur le bon pied. Otro, otro. Opa, opa, opa. Le cheval Camargue, c'est un cheval d'abord très robuste, qui peut se permettre de vivre dehors toute l'année. D'ailleurs, nous, ils vivent en liberté totale toute l'année. Ils s'adaptent dans beaucoup de régions, même en Savoie, même en Belgique, dans le nord de la France et tout. Et c'est un cheval aussi qui est surtout, une fois qu'il est dominé à l'homme, il est très polyvalent. C'est pas un cheval qui est extrêmement bon en obstacle, mais c'est un cheval qu'on pouvait passer 1,30 m en obstacle. C'est un cheval qu'on peut atteler, c'est un cheval qu'on peut faire de la randonnée, c'est un cheval qu'on peut faire un peu tout polyvalent. C'est un cheval qu'on, surtout nous, le travail des taureaux et trucs comme ça. Mais intelligent aussi. Très intelligent. Justement, il ne faut pas trop le laisser dominer. Il faut être gentil, mais ferme. Vous voyez? Et là, il vous respecte et ça se passe très bien. Il ne faut pas se laisser dominer. Mais il ne faut pas non plus, il faut être très câlin, très gentil avec lui, mais ferme à la fois. Moi, je vis des vignes, des céréales, des vignes, mais le cheval, c'est un à côté, quoi. C'est une passion plus qu'un rapport financier, quoi. Si on vivait que de ça, on n'aurait pas une voiture, on marcherait avec un petit vélo, vous voyez. Dans le berceau de race, on a voulu garder un cheval rustique, vraiment rustique. Dehors, toute l'année, il n'y a pas de complément d'aliment, il n'y a rien, que de l'herbe. C'est toujours le sol qui fait l'animal. Hein. Si le Camargue est comme ça, c'est par rapport au sol. Il a pris un pied large pour marcher dans un terrain mou, une robe blanche pour le soleil. Oui. Mais ça, c'est au fil des générations. Hein. Alors là, c'est un lot de juments avec leurs poulains. Elles sont là uniquement pour élever leurs poulains. Donc les poulains de l'année, ils viennent de naître. Les juments vont à manger à volonté. Elles ne font que ça. Elles vont élever leurs poulains jusqu'au sevrage. Là, dans ce lot, il y a des juments qui ont des poulains sous elles, donc elles élèvent, et d'autres juments qui ont des poulains qui sont pleines pour l'an prochain. Donc une année le pouline, une année elles sont au repos. Donc elles élèvent comme poulains à la fois. Pas un dans le ventre et un en dessous. Quand je mets les étalons, je mets mes étalons avec des juments qui l'année d'avant n'avaient pas eu de poulain. Donc là, elles se font saillir, elles sont pleines pour l'an prochain. On met les juments dans un pré et l'étalon en liberté. On n'a pas le droit en Camargue de mettre un étalon en saillie artificielle ou en monte ou alors disons, en insémination. Obligé de mettre l'étalon en liberté. Alors l'étalon est lâché avec le lot. Bien sûr, on met le lot de juments qu'on veut avec un étalon approprié. Par exemple, ici, il y a un lot de juments au printemps. Et on met un étalon en fonction avec les juments qu'on veut. Mais il se débrouille, c'est la nature. Même à la naissance des poulains, il n'y a pas d'assistance de vétérinaire, il n'y a rien. On arrive le matin, souvent le poulain est né. Tout naturel. Du naturel en plein.